Bonsoir à toutes et à tous, Madame la maire de Lieurons, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le député, cher Michael, que j'ai vu qui est là-bas, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants associatifs, syndicaux et partisans, Mesdames et Messieurs, chers enfants, chers amis, bienvenue à Lieurons. Merci pour votre présence en nombre ce soir. Et avant d'en dire plus, je souhaite remercier Madame le maire de Lieurons, Roselyne Prévert, qui nous accueille ce soir. Je me souviens de ma première venue à Lieurons, c'était en tant que députée. C'était au printemps de 2023 pour l'inauguration de la mairie et de la médiathèque. Et puis en juin pour une permanence parlementaire dans votre mairie. Et je garde le souvenir d'une commune dynamique et d'une équipe d'élus impliqués. J'ai donc beaucoup de plaisir à organiser mes vœux ici. J'attache beaucoup d'importance à organiser mes réunions publiques dans des petites communes rurales. Et donc votre présence en nombre ce soir démontre une nouvelle fois que la vie sociale, la vie politique de nos villages est très dynamique. Tout d'abord, meilleurs vœux pour cette année 2024. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur, pour vous et pour vos proches. Le bonheur, la santé, la paix, tout ce qui rend la vie agréable. Après avoir assisté à près de 13 cérémonies de vœux cette année, il me semblait bien normal de vous inviter à mon tour, d'autant plus que je ne ferme pas le banc puisque j'aurai d'autres cérémonies la semaine prochaine. Et si je vous invite, c'est pour parler de l'année passée et de l'année qui vient. Mais c'est surtout pour partager un moment convivial, tisser des liens et se retrouver. Nous avons plus que jamais besoin de ces liens, de ces réseaux qui nous permettent de faire société. Je ne conçois pas la politique comme quelque chose de froid qui se construit dans un entre-soi de notables. La politique, c'est vivant, c'est se rencontrer, vous rencontrer, pour transformer vos voix, celles du peuple, en loi pour changer la vie. Alors, pardonnez-moi d'empiéter sur ce temps si précieux de la convivialité et du partage pour revenir avec vous sur ce qu'a été l'année 2023 et ce qui nous attend pour 2024. Alors, pour commencer, je vous propose de regarder en images une rétrospective de 2023. Madame la Première ministre, bonjour. Notre proposition de loi sur la gratuité de l'éducation. Négocier, à devoir gagner du temps pour pouvoir être licencié dans des meilleures conditions, un impact sur les familles aussi, ça suffit quoi le mépris. Je pense aux ouvriers de l'usine Faurecia à Bain-sur-Oust. En un an, c'est 30 personnes parties pour inaptitude. Les permanences mobiles, c'est de ramener un peu de la politique dans la vie des gens. Ça peut aussi participer au fait que les habitants ils aient envie de s'engager aussi dans la vie de leur commune. Dans le cadre de portraits sur la ruralité, je vais rencontrer les facteurs et les factrices. Le service public de la Poste, c'est probablement le dernier rempart de l'isolement des gens en zone rurale. On est encore là quand même. Des fois, ils baissent les bras. Moi, j'arrive avec le sourire, une petite blague. Bonjour Annick. Ça égaye un petit moment de leur journée. Je trouve que ça a tout son sens quand même. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans le clair-obscur surgissent les monstres. Eh bien, continuons à partager, continuons à nous retrouver, continuons à faire vivre la solidarité, continuons à résister dans ce clair-obscur et la lumière qui nous guidera.
Comment expliquer aux maires de nos communes rurales qu'ils doivent faire des efforts sur l'artificialisation quand on veut construire sur leur terre une ligne grande vitesse qui ne s'arrêtera même pas dans leur commune? La LGV ne répond pas aux enjeux de développement de la mobilité collective en milieu rural. L'amélioration du réseau ferroviaire est un véritable enjeu, mais ne peut se faire en contradiction avec les préservations de la biodiversité et des terres agricoles. Encore une fois, nos communes rurales sont sacrifiées pour la desserte de quelques métropoles. La misère, c'est quand en France, 7e puissance mondiale, on manque de médicaments. La misère, c'est quand à Rennes, le président de l'université est obligé d'appeler à la solidarité des habitants pour loger les étudiants. Depuis 1 an et demi, de permanence en permanence, toujours les mêmes inquiétudes qui reviennent. Mobilité, logement, hausse des prix, santé. Les maires attendent plutôt de nous des réponses aux problématiques quotidiennes auxquelles ils font face. Ces problématiques sont en grande partie causées par la dégradation de nos services publics de proximité. C'est le cas dans ma circonscription à Redon, où l'hôpital est en grande difficulté. Il subit la pénurie de ressources médicales et le manque de médecins. Le manque de personnel, par le manque d'infirmiers, d'aides-soignants. En Bretagne, la moitié des communes ne comptaient aucun médecin en 2021. 150 personnes seraient décédées, faute de prise en charge, faute de personnel. Nous continuerons à proposer des mesures concrètes. Ce qu'a entrepris le groupe de travail transpartisan, initié par Guillaume Garot, des députés allant des Républicains à la NUPES, travaillent ensemble depuis presque 1 an et ont élaboré une proposition de loi pour lutter contre les déserts médicaux. Avec mon collègue François Pitmal, on a déposé une proposition de loi visant à garantir l'accès gratuit aux toilettes publiques. Les toilettes dans les gares, 1 €, quand même cher payé, juste pour aller aux toilettes en attendant son train. On se retrouve vraiment dans un truc de marchandisation des toilettes, alors que normalement ça devrait juste répondre à un besoin primaire. N'hésitez pas aussi à venir me voir et échanger. C'est aussi pour ça qu'on fait ce genre d'événement. « 1789 et 1793 ont eu des enfants dont nous pouvons être fiers. Le but de la société est le bonheur commun. » Moi, ce que je veux leur répondre à ces jeunes, ces revendications, nous, en tant que parlementaires, c'est aussi notre rôle de les écouter et de les ramener à l'Assemblée nationale. Notre urgence demande toute notre énergie, c'est la réforme des retraites. Cette image est réellement spectaculaire. J'ai jamais vu une manif où la tête du cortège rattrape la queue du cortège qui n'est pas encore parti parce que c'est nous et on attend. Hier, les Français se sont encore une fois déplacés en masse pour défendre leurs acquis sociaux. Vous pensez que les Français n'ont rien compris à votre réforme ? Mais c'est vous qui n'avez rien compris à la vie des Français. Débats qui sont dynamiques, il faut le dire. J'ai entendu ce matin d'une députée du groupe Renaissance, ce n'est pas la rue qui viendra dicter ce qu'il doit se passer à l'Assemblée. Eh bien si, qui nous a élus? Les gens qui étaient dans la rue aujourd'hui. Votre réforme viendra toucher avant tout les femmes et les métiers les plus durs. Combo gagnant pour les femmes en agriculture. Avant la tempête, on a vu 3 tunnels et là on n'en a plus qu'un. Plein de maraîchers, ils sont du Finistère, là, dans leur coin, qui annulent toutes les commandes, ils n'ont plus rien, tous leurs tunnels pillés. Si ça nous arrive un jour, je pense que tu t'en remets pas. Je viens moi-même du monde agricole, du monde paysan et j'en suis très fière. Nous vous alertons depuis des semaines, sur de nombreux bancs de cet hémicycle, sur le manque de financement des MAEC. Comment expliquez-vous qu'il manque 100 millions d'euros en 2024 pour que l'État honore ses engagements vis-à-vis des paysannes et paysans qui ont signé un contrat en 2023 ? Le groupe parlementaire de la France Insoumise NUPES se lance dans l'agri-tour. On est face là aujourd'hui à un mur en termes de départ du monde agricole. Il n'y a pas de pilote à bord. Aujourd'hui, il n'y a aucune vision stratégique sur la question alimentaire. Je crois que l'agriculture est au cœur de nos vies. Dans 10 ans, c'est la moitié des agriculteurs qui partent à la retraite. Egalim ne marche pas. Les agriculteurs vivent essentiellement des aides. Nous voulons qu'ils vivent de leur travail, à travers des prix rémunérateurs. J'ai pas de droit, j'ai pas de chômage, j'ai pas de retraite. On devrait être autonome. La gauche, unie,
doit renouer avec le monde agricole et le convaincre que nous sommes leur meilleur allié. Ça a une concentration de vitamine C, c'est du petit pois. Au stade micro-pouce, Au vu des échanges qu'on a pu avoir avec le ministre, la loi risque d'être creuse, assez vide. Si on ne parle pas de foncier, en fait, c'est une loi qui servira à rien. Il y en a, il gagne 600 € tout le temps, quoi. Ah, on a un métier qui est quand même vachement bien, quoi. La concurrence brise les revenus, les pesticides brisent les vies. C'est la base de l'agronomie. Notre objectif, c'était de montrer qu'avec cette énigme-là, on pouvait s'installer sur des fermes beaucoup plus petites qu'on ne le préconisait. Garantir une alimentation saine avec des paysannes et des paysans nombreux pouvant vivre dignement de leur travail tout en respectant l'environnement, voilà ce que nous devrions attendre d'une loi d'orientation et d'avenir agricole. Nous serons toujours du côté des paysans et des paysannes, travailleurs et travailleuses de la terre. Et 2023 aura été une année d'aller-retour entre la réalité nationale et la réalité locale. Je ne conçois pas mon mandat parlementaire sans lien avec les habitants, sans lien avec mon territoire. Ce sont vos témoignages qui me guident dans le vote des lois. C'est aussi ma responsabilité en retour de vous partager ce qui se passe à l'Assemblée nationale. En 2023, j'ai parcouru la circonscription de Redon à Bréal, de Pimpon à la Couillère, du Grand Fougeray à l'Aillé, et je continuerai, et nous continuerons avec mon équipe en 2024. Je tiens d'ailleurs à remercier mon équipe, Mariana, Clément, Joris et Karine, qui m'accompagnent au quotidien dans mon travail et qui répondent aussi à vos sollicitations. Je pense qu'on peut les applaudir. Il y a un an, le pays était en ébullition. Face à la volonté de notre gouvernement d'imposer coûte que coûte une réforme des retraites injuste et inéquitable, nous avons décidé de résister. Et nous l'avons fait massivement dans la rue. Souvenez-vous, le 19 janvier 2023, il y a un an, 2 millions de personnes dans la rue, 20 000 à Rennes, 2200 à Redon, la plus forte mobilisation depuis 30 ans. Nous ne savions pas alors que le combat allait être dantesque. Et partout, les retraites ont été un sujet de débat. À Guichen, 600 personnes ont répondu à l'appel des organisations syndicales. Et même à Val d'Anast, une manifestation a fait la une du JT de France 3. Pourtant, sourd à la volonté du peuple, le gouvernement est passé en force. Et c'est extrêmement grave. Il y a quelques instants, je parlais de la politique faite dans un entre-soi de notables. Eh bien, en voici un parfait exemple. Souvenons-nous que le Parlement n'a pas voté cette loi. Le gouvernement avait peur qu'elle soit rejetée. Alors je rappelle à M. Macron et M. Attal, notre nouveau Premier ministre, que débattre et voter selon ce qui semble être bon pour les Français, eh bien c'est notre rôle de député. Nous ne sommes pas là pour faire ce qui semble bon pour les grands bourgeois du CAC 40. Alors oui, cette loi scélérate et injuste a été promulguée. Oui, nous allons devoir travailler 2 ans de plus, pour l'instant. Mais le gouvernement n'a pas gagné. Au cours de ces mois historiques de mobilisation, nous avons montré que les travailleurs n'étaient pas une simple variable d'ajustement. Les syndicats ont enregistré de nombreuses adhésions. Partout en France, des salariés se sont battus pour des augmentations de salaire, car l'inflation, elle est là. Et je pense aux salariés de Forestia à Bain-sur-Oust qui se sont battus pendant 6 jours et 6 nuits pour arracher à leur direction une augmentation de salaire. Au cours de ces mois historiques de mobilisation, les syndicats, qui ont été tant malmenés depuis les lois travail, ont prouvé qu'ils restaient incontournables dans le rapport de force entre salariés et patronat. Au cours de ces mois historiques de mobilisation, nous avons tissé des liens dans nos entreprises, dans nos communes, nos associations. Cette lutte ne sera pas vaine, soyons-en fiers. Et surtout, n'oubliez pas que les lois d'aujourd'hui ne sont pas les lois de demain. Nous continuons à défendre la retraite à 60 ans. L'argent existe pour financer nos retraites. Allons le chercher là où il est. Chez les riches qui refusent de payer l'impôt. Chez Amazon, Google, chez Bernard Arnault, dans la famille Pinault. Chez Monsieur Beignet, le patron de Lactalis. Voilà ce que nous ferons.
Voilà ce que nous ferons lorsque nous serons au pouvoir, redistribuer. Car il y a urgence. 2023, c'est encore une année d'inflation, plus 4,9% qui viennent s'ajouter aux 5,2% de 2022. L'inflation, c'est l'ennemi du peuple. Est-ce que nos salaires, est-ce que les pensions de retraite, est-ce que les bourses des étudiants ont suivi l'inflation? Non. Il faut rétablir l'échelle mobile des salaires. Il faut que les salaires augmentent automatiquement en fonction de l'inflation. Sinon, nous continuerons à voir notre pays plongé dans la pauvreté, à être dans l'inquiétude permanente de la fin du mois. Ce n'est pas la vie que je nous souhaite en 2024. Alors 2023 aura été l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. Les scientifiques nous préviennent depuis des années, des décennies. Nous y sommes. Le changement climatique a démarré. Et aucun retour en arrière ne sera possible. Il y a un an, nous étions en pleine sécheresse hivernale. Aujourd'hui, nous sommes impuissants face aux inondations. Voilà les deux faces d'une même pièce lorsque l'on dérègle le cycle de l'eau. Nous avons vécu cet automne la tempête Ciarán. Et d'ailleurs, j'ai une pensée pour tous les agriculteurs qui ont vu leurs outils de travail s'envoler, leurs récoltes dévastées. Je pense notamment au jardin de Maëlys à Maxent que j'ai rencontré. Je pense aussi à la commune de Paimpont qui a perdu le hêtre de Pontus, l'arbre centenaire qui faisait sa fierté au cœur de Brocéliande. Je pense aussi au dévouement des sapeurs-pompiers, des agents communaux, des équipes d'Enedis et d'Orange qui ont travaillé d'arrache-pied pour tout réparer. Et j'ai une pensée particulière pour ce travailleur d'Enedis, décédé pendant son service en venant réparer les dégâts de la tempête. Nous ne sommes clairement pas prêts à affronter les changements qui ne feront que s'accentuer. Est-il normal que la commune de Guipry-Messac ne trouvait pas d'assureur au début du mois? Non. Est-ce normal que le pays ne soit pas préparé à la canicule qui revient pourtant chaque été? Non. Face à ces changements, je voudrais avoir une pensée aussi pour nos compatriotes d'outre-mer qui sont en première ligne. À Mayotte, où il n'y a plus d'eau courante et où l'on distribue l'eau potable en bouteilles, à La Réunion, qui sort tout juste d'un cyclone dévastateur. Dans le Pacifique, où l'eau monte inexorablement. Ça peut nous paraître loin, vu d'ici, vu de Lyon, mais ce que vivent nos amis d'outre-mer, nous risquons de le vivre un jour ici en Bretagne. Et c'est pourquoi mon groupe parlementaire a fait voter en 2023 la création d'une commission d'enquête sur la gestion des risques sanitaires majeurs dans les territoires d'outre-mer. Là-bas ou ici, l'enjeu est le même. Planifier pour s'adapter. Planifier, ce n'est pas laisser le marché décider. Planifier, c'est décider quelles activités doivent être prioritaires. Planifier, c'est aménager notre territoire. Planifier, c'est enfin répartir les richesses, soutenir les secteurs de l'économie qui sont vertueux. En octobre 2023, par exemple, Greenpeace publie un rapport qui analyse l'impact des 52 milliards d'euros investis par le gouvernement dans la relance du nucléaire. Et Greenpeace démontre qu'avec 52 milliards d'euros investis dans les énergies renouvelables, on pourrait réduire de 4 fois plus nos émissions de CO2 d'ici 2050, tout en produisant 3 fois plus d'électricité. Mais les énergies renouvelables ne sont pas la seule alternative. Avec 52 milliards d'euros, nous pouvons rénover 2/3 des logements passoires thermiques du pays et ainsi sortir des millions de personnes de la précarité, tout en réduisant drastiquement notre consommation d'électricité. Le débat sur les énergies renouvelables, les éoliennes, le photovoltaïque au sol sont des débats compliqués sur notre territoire. J'en ai bien conscience. Je me permets donc de vous donner mon point de vue à ce sujet. Premièrement, il est contre-productif d'imposer des projets à des populations. Il faut une véritable concertation, voire des contreparties. Deuxièmement, commençons par mettre des panneaux solaires sur les toits et les parkings avant d'en mettre dans nos champs. Si nous voulons nous nourrir, si nous voulons nous loger tous, nous devons être économes avec la terre dont nous disposons. Troisièmement, attention aux miroirs aux alouettes. Je pense à la méthanisation par exemple. La production d'énergie qui se base sur une agriculture productiviste, est-ce vraiment ce que nous voulons? Enfin, avant de partir tout feu tout flamme dans les projets un petit peu partout développés par des entreprises privées, parfois fragiles, commençons par rebâtir
une grande entreprise nationalisée de la production et de la distribution d'électricité, avec un tarif unique pour les citoyens. Une entreprise nationalisée qui nous appartient à tous et qui serait en charge de planifier la transition vers les énergies renouvelables. Il ne pourra y avoir de planification écologique sans justice sociale. L'une ne va pas sans l'autre. Dans ce chaos climatique et politique, il y a quand même de bonnes nouvelles en 2023. Cette année, les actionnaires du CAC 40 ont été choyés. Plus de 97 milliards d'euros de dividendes leur ont été versés. Une hausse de 21% par rapport à 2022. La fin de l'abondance, décidément, ce n'est pas pour tout le monde. Et ce n'est pas nouveau. Depuis 20 ans, les dividendes ont augmenté de 350%. En 2023, l'homme et la femme les plus riches du monde sont français, cocorico. Et on nous rabâche matin, midi et soir sur les plateaux télé, à la radio, à l'Assemblée, qu'il n'y a plus d'argent, qu'il faut se serrer la ceinture. Eh bien, c'est un mensonge d'État. On nous prend vraiment pour des billes. Alors, pour mieux répartir les richesses, que fait notre président de la République ? Il offre la Légion d'honneur à Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France et du monde. C'est indigne de notre République. Pendant ce temps-là, les ouvriers, les employés, les paysans, les artisans, les commerçants se serrent la ceinture. Pendant ce temps-là, les maires de nos communes et dirigeants associatifs tentent de boucler leur budget. Pendant ce temps-là, nos hôpitaux et nos EHPAD sont en déficit. Je pense bien sûr à l'hôpital de Redon, aux EHPAD de Maxent et Guipry que j'ai rencontrés cette année. Il n'y a pas le choix, il faut redistribuer la richesse pour que nos écoles fonctionnent, pour que nos hôpitaux soignent, pour que nous puissions vivre mieux. Je voudrais maintenant parler d'agriculture. 2023 restera l'année du rendez-vous manqué pour nos agriculteurs, pour nos paysans et paysannes. En septembre 2022, le président de la République annonçait une grande loi d'orientation agricole. Alors, convaincu de la nécessité d'un changement de cap pour notre agriculture, j'ai pris le dossier à bras-le-corps. À l'époque, le pouvoir politique a été un acteur majeur dans la révolution agricole. Nous savons maintenant que nous sommes allés trop loin et que nous devons changer de cap. Convaincu de la nécessité d'une nouvelle révolution agroécologique, j'ai participé aux concertations organisées par le ministère. Je suis allée à la rencontre des acteurs du monde paysan, d'abord ici en Ille-et-Vilaine, puis au niveau national. Et je peux vous dire que j'ai été déçue. Pas par les rencontres que j'ai faites. Bien au contraire, j'ai rencontré des paysans et des paysannes formidables, passionnés, porteurs d'espoir et d'innovation. Et j'ai surtout été déçue par l'absence totale d'ambition de notre ministre. Nous sommes en janvier 2024 et nous n'avons toujours pas discuté de cette loi, sans cesse reportée. On nous promet une loi dans les prochaines semaines pour assurer le renouvellement des générations agricoles, mais au fond, cette loi ne changera rien. Tout simplement car elle ne s'attaque pas aux racines du problème. Le changement de pratique a déjà commencé. Les alternatives fonctionnent. C'est l'agriculture biologique, c'est l'agroécologie, c'est l'agriculture paysanne. Mais le soutien politique n'est pas au rendez-vous. L'agriculture biologique traverse une crise historique. L'argent manque pour financer les mesures agro-environnementales et climatiques. Pour preuve, lors du débat sur le budget de l'État, nous avons voté à la majorité plusieurs amendements pour augmenter le budget consacré à l'agroécologie. Et c'était en novembre 2023. Un 49.3 plus tard, tout a été balayé par le gouvernement. Retour à la case départ. Alors, ce qu'on voit, c'est que le 49.3, c'est un peu l'arme favorite du gouvernement contre la démocratie. Plus de 20 fois dégainé. Et c'est très grave. Ça veut dire que depuis 2 ans, le budget n'est pas voté. Alors, je vais vous imaginer, Madame le maire, si de ne pas faire voter votre budget pendant 2 ans à vos conseillers municipaux. Le gouvernement se croit finalement au-dessus de tout. Bon, alors nous n'attendrons plus rien du gouvernement, les paysans non plus. Alors nous travaillons sur notre propre loi d'orientation agricole. C'est dans ce cadre que j'ai initié avec mes collègues l'Agri-Tour, un tour de France des fermes, des territoires. Et c'est ici, sur la circonscription, que nous avons lancé cet Agri-Tour à Pensée, en présence d'une centaine de personnes. Et d'ailleurs, je vous donne rendez-vous dans quelques mois, dans les mois à venir, pour vous présenter justement ce projet de loi d'orientation agricole. Mais nos territoires ruraux ne se résument pas à l'activité agricole.
Avec plusieurs collègues de la France Insoumise, nous avons battu la campagne à la rencontre des élus, des travailleurs et travailleuses, factrices, enseignantes. D'ailleurs, je salue Chantal qui est dans la salle ce soir. Enseignantes, mécaniciens agricoles, bibliothécaires, infirmières, brasseurs, maires, secrétaires de mairie, assistantes sociales, ouvriers, éleveurs, bénévoles d'associations et j'en passe. Et nous avons ensuite organisé un colloque et présenté notre plan sur la ruralité basé sur les échanges que nous avons pu avoir avec toutes ces personnes. C'est un document d'ailleurs que vous pourrez retrouver dans vos mairies car, chers élus, vous allez bientôt le recevoir par la poste. 2022 avait marqué le retour de la guerre sur le continent européen avec l'agression de la Russie sur l'Ukraine. En 2023 et encore en 2024, l'onde de choc se propage encore dans nos sociétés. Le conflit s'est installé dans la durée. Pire encore, les conflits se sont multipliés l'année dernière. La violence s'est déchaînée. Ukraine, Russie, Arménie, Azerbaïdjan, Israël, Palestine, Syrie. En tant que mère de famille, en tant que femme, tout simplement, c'est une souffrance pour moi de savoir que les enfants sont les principales victimes des conflits armés dans le monde. À Gaza, en 3 mois, ce sont 6 000 enfants qui sont morts sous les bombes. C'est en pensant à tous les civils qui subissent les guerres de leurs dirigeants que je fais le vœu pour 2024, cesser le feu, fin des combats. Faisons taire les armes, laissons la place à nos diplomates. L'affirmation de la paix est le plus grand des combats, disait Jean Jaurès. Je vous souhaite à tous en 2024 d'être des combattants inlassables de la paix. Certains ont reproché à ma famille politique de vouloir importer le conflit en France. Je leur réponds qu'au contraire, nous voulons exporter la paix partout dans le monde. Il est d'usage, en début d'année, de se souhaiter une bonne santé. Alors je vous le souhaite sincèrement, bonne santé. Car il ne fait pas bon être malade aujourd'hui. Nous avons la chance de bénéficier d'un système de protection sociale en France. Son principe est simple, chacun contribue selon ses moyens, chacun reçoit selon ses besoins. En principe, car dans la réalité, notre système de santé se fissure à cause du pouvoir de l'argent roi. Rien qu'en 2023, on compte 10 milliards d'euros de fraude patronale et de manque à gagner pour les cotisations sociales. Je dis bien fraude patronale. 10 milliards en moins pour la Sécu, 10 milliards en moins pour l'hôpital, 10 milliards en moins pour rembourser nos soins dentaires. En 2023, il ne faisait pas bon être malade dans le pays de Redon. Il ne faisait pas bon être malade à Bain-de-Bretagne, alors que 3 dentistes et 3 médecins généralistes sont partis à la retraite sans être remplacés. Notre territoire est devenu un véritable désert médical. Manque de médecins, manque d'infirmiers dans les hôpitaux, manque d'aides-soignantes dans les EHPAD, pénurie de médecins. Notre système de soins est malade, il souffre depuis des années d'un manque d'anticipation. Prenons l'exemple de l'hôpital de Redon. C'est un hôpital indispensable pour toute la population du territoire. Redon est à 1 heure de Rennes, 1 heure de Nantes, 1 heure de Vannes, 1 heure de Saint-Nazaire. On sait que la population concernée par cet hôpital est de 200 000 habitants. Il emploie près de 800 professionnels. Et comme beaucoup d'hôpitaux, il manque de personnel. Moi, je suis admirative de tous les professionnels de santé qui font tenir l'hôpital dans ces conditions. Et je les remercie vivement. La construction d'un nouvel hôpital est donc une absolue nécessité pour répondre aux besoins de santé du territoire. Et pourtant, alors que l'hôpital est déjà en déficit, on lui demande d'emprunter auprès des banques pour pouvoir se payer un nouveau bâtiment. On marche sur la tête. Est-ce qu'on demande à au directeur de l'école d'être rentable pour pouvoir se payer une nouvelle école? Non. Est-ce qu'on demande aux gendarmes d'être rentables pour pouvoir construire une nouvelle gendarmerie? Non. L'hôpital n'est pas un business. Les patients ne sont pas des clients. C'est un service public. Alors j'en profite pour saluer la mobilisation du comité d'appui de l'hôpital. En rassemblant les syndicats, les élus locaux, les parlementaires, les usagers, les citoyens, nous montrons que l'hôpital est notre bien commun. L'union fait la force. Alors pour notre hôpital, nous avons surmonté nos divergences pour nous rassembler et demander à l'État plus de moyens. En parlant des citoyens, je trouve positif la création en 2023 d'une antenne de l'association citoyenne contre les déserts médicaux en Pays de Vilaine. Je crois d'ailleurs qu'il y a quelques dirigeants de l'association qui sont présents ce soir, donc
n'hésitez pas à aller échanger avec eux. Nous avons besoin d'associations comme la vôtre qui nous bousculent, nous poussent à aller encore plus loin. Le président de la République nous a dit mercredi que sur les déserts médicaux, nous devions faire autrement. Eh bien, chiche, monsieur le président. Ça tombe bien, nous sommes plus de 200 députés réunis dans un groupe transpartisan contre les déserts médicaux. Depuis 1 an et demi, nous travaillons sur une proposition de loi. Nous avons des propositions. Nous n'attendons que cela, faire autrement. Agissons dès la prochaine loi de finances de la sécurité sociale. Je termine cette rétrospective 2023 avec gravité. Jamais, depuis la Seconde Guerre mondiale, l'extrême droite n'a été aussi offensive. Offensive et violente. La municipalité de Saint-Snoux en a fait les frais, et je suis obligée de revenir sur ce qui s'est passé le 13 mai devant la médiathèque communale. Des enfants, des parents se sont retrouvés un samedi matin pour assister à une lecture par des artistes sur la thématique du genre. Et encouragés par les prises de position publiques d'élus du Rassemblement national, des membres cagoulés d'un groupuscule d'extrême droite sont venus terroriser les parents, les enfants, les agents municipaux et les artistes. Je le dis aux élus et habitants de Saint-Snoux, vous avez tout mon soutien. L'extrême droite encagoulée qui vient menacer les enfants de 4 ans dans une médiathèque ne sont pas les bienvenus en Bretagne ni nulle part ailleurs. Un cran a été franchi en 2023, dans la violence. Nous savons tous les origines du Front National, même s'il a changé de nom. Le Front National, c'est la flamme de Mussolini. Le Front National, c'est les chambres à gaz qui sont un détail de l'histoire pour son fondateur, Jean-Marie Le Pen. Le Front National à l'Assemblée, ce sont des violents qui se permettent de dire à un député noir « retourne en Afrique » en plein hémicycle. C'est ça la réalité de l'extrême droite, rien d'autre. À travers l'histoire, l'extrême droite n'a apporté que du sang et des larmes à notre continent. Combattre l'extrême droite, ce n'est pas lui emprunter ses idées et ses mots. Combattre l'extrême droite, ce n'est pas voter des lois qu'elle aurait proposées. Je parle bien sûr de la loi Darmanin. Cette loi a été votée fin décembre grâce au Rassemblement national. Cette loi est une honte pour notre République, une honte pour notre pays. Il faut combattre la violence sociale. Alors, combattre la violence sociale, eh bien, c'est préférer les gens à l'argent. C'est offrir l'espoir plutôt que le désespoir. C'est améliorer la vie, c'est augmenter les salaires, c'est remettre des services publics dans nos villages, c'est remettre des trains sur les rails, c'est la répartition des richesses, c'est une retraite digne et méritée pour tous les travailleurs à partir de 60 ans. C'est un prix rémunérateur pour nos paysans. Améliorer la vie, c'est enfin assurer un accueil inconditionnel à l'autre, quel que soit son pays, sa religion, son histoire. Les migrations vont continuer et s'amplifier, c'est un fait. Et il faut en faire une force. Voyons l'autre, non pas comme un étranger, mais comme un membre de notre humanité, qui a tant à nous apporter. Je terminerai donc en remerciant l'action des associations et collectifs de soutien aux personnes exilées qui œuvrent au quotidien sur notre territoire, à Redon, à Bain-de-Bretagne, à Guichen, à Laillé. Merci à vous d'être au rendez-vous. Merci de préférer l'humanité à l'identité. « 2023 est derrière nous, alors place à 2024 donc. Ce sera une année d'engagement et de combat. Combat pour nos valeurs et nos convictions. Combat pour continuer à faire entendre à l'Assemblée nationale la voix des classes populaires. Combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Combat pour préserver notre planète, la seule qui nous garantit la vie humaine. En 2024, je continuerai à être une députée de terrain. Vous pouvez compter sur moi. Je continuerai à faire les allers-retours entre le terrain et l'Assemblée. J'ai entrepris depuis mon élection une tournée de la circonscription avec une permanence par commune. Et ces moments sont riches d'échanges privilégiés avec les élus, riches de rencontres avec la population. Nous continuerons jusqu'à ce que nous ayons fait le tour des 59 communes. Je souhaite multiplier les espaces d'échange avec les citoyens, avec les élus, avec les militants. Nous organiserons donc des réunions publiques, des fêtes populaires, mais aussi des cafés-débats. En 2024,
je continuerai à défendre le programme partagé contenant 650 mesures de progrès social. En 2024, je souhaite que la population du territoire se mobilise massivement pour défendre l'hôpital public. La victoire de Carhaix nous montre la voie. Si le monde tire dans le même sens, la mobilisation fera plier les autorités centrales. Je vous donne donc deux rendez-vous. Le premier, c'est dans une semaine, le 27 janvier à 11h devant l'hôpital de Redon. Le deuxième, c'est au début du printemps pour une grande mobilisation dans les rues de Redon. Le combat pour l'hôpital de Redon n'est pas isolé. À Pontivy, à Guingamp, à Lannion, à Saint-Malo, partout les problématiques sont les mêmes. Tissons des liens et nous serons plus forts ensemble. Il est temps de profiter de ces moments de partage et de convivialité. Nous allons donc ensemble profiter du buffet réalisé par le MDR, le restaurant de Lioron. Et je remercie le groupe Speakeasy qui va aussi accompagner en musique la suite de la soirée. Et je conclus donc sur un dernier vœu. Faisons vivre la liberté, l'égalité et la fraternité, capitales pour notre humanité. Je souhaite que notre action contribue chaque jour à faire de cette devise une réalité. Alors, vive la liberté, vive l'égalité, vive la fraternité, vive la France et surtout, vive la République. Rapa